Bonjour, et donc je passe tout de suite la parole sans plus attendre à Rim Chahabouni pour l'intervention qui s'intitule Professionnalisation des élevages en race locale, un levier majeur pour leur sauvegarde. C'est un projet qui était porté par un GIE2E. Merci et bonjour à tous. Je me présente Rim Chahabouni, animatrice technique à la Fédération des races de Bretagne. Cette Fédération des races de Bretagne, c'est une association qui regroupe elle-même des associations de races locales bretonnes, toutes dites menacées pour l'agriculture, selon les termes du ministère. Nous avons parmi ces associations des associations de ruminants, avec les plus connus, la bretonne pinoire ou la chèvre des fossés, mais également des monogastriques, le porc blanc de l'Ouest ou la poule coucou de Rennes, pour les citer. Et ma présentation s'intitule « Professionnalisation des élevages en race locale, un levier majeur pour leur sauvegarde ». Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que j'aimerais développer, c'est pourquoi il est essentiel de maintenir ces races locales. Et pour y répondre, on va faire le constat des conséquences si elles étaient amenées à disparaître. Et ces conséquences sont multiples, donc cette liste n'est pas du tout exhaustive. La première des conséquences, ce sont les conséquences génétiques. Parce que la disparition d'une race, c'est aussi la disparition de ses gènes et de leurs combinaisons. Or, on est bien incapable de savoir quels vont être les objectifs de sélection dans 10, 20 ou 100 ans. Pour vous donner un exemple, il fut un temps, on sélectionnait les moutons sur leur qualité lainière, avec notamment des croisements avec le mérinos. Aujourd'hui, on est plus sur des systèmes d'élevage valorisant le lait ou la viande, et ces croisements-là, finalement, se sont arrêtés. Ce que je veux dire par cela, c'est que ces races locales sont importantes en tant que telles, mais elles sont aussi importantes pour la communauté générale agricole. Il y a aussi des conséquences zootechniques. Lorsqu'on initie une sélection accrue sur un caractère donné, notamment le lait ou la viande, il y a dans la plupart du temps la dégradation de caractère fonctionnel. Sans citer ces races, on constate aujourd'hui, parmi des races plus classiques, des problèmes de reproduction, d'aplomb, qui ont finalement une conséquence majeure, c'est une réduction de la carrière de ces animaux dans les élevages et donc finalement aussi des conséquences économiques pour les agriculteurs. Il y a aussi des conséquences culturelles. La disparition d'une race, c'est aussi la disparition de savoir-faire liés à ces races-là et de produits typiques aussi associés à ces races. Et là, pour illustrer mon propos, on a redécouvert dans les années 90 un produit traditionnel laitier breton, autre que le beurre. On l'a redécouvert vraiment par hasard. Il n'y avait plus que quelques particuliers amateurs qui le produisaient, alors que avant, c'était un produit vraiment général dans certaines zones de Bretagne. Et pourquoi il a disparu? Il a disparu en fait avec la race qui était associée, la bretonne pinoire. Ce produit, c'est le gouel. Et d'autres conséquences, des conséquences environnementales. Supprimer ces races, ou en tout cas le fait qu'elles disparaissent, c'est nier l'adéquation entre un animal et son milieu. Elles ont été construites sur un territoire donné. Voulons-nous partout, tout le temps, le même paysage? Et en fait, la réponse est dans la question. Et puis, comme je vous disais précédemment, cette liste n'est pas du tout exhaustive. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, les races locales, elles nécessitent d'être maintenues, plus largement diffusées et transmises. Motivés par ces enjeux, nous avons 35 éleveurs adhérents à la Fédération des races de Bretagne qui ont voulu lancer un projet d'abord labellisé AEP, Agriculture écologiquement performante, puis groupe GI2E très rapidement. Alors, le constat de ces 35 éleveurs, c'était l'absence de connaissances et de références techniques liées à leur race, pas d'occasion d'échange entre professionnels, la nécessité de progresser dans la voie agroécologique qui les avait amenés à choisir ces races locales et le manque de reconnaissance de la qualité des produits qu'ils constataient, eux, empiriquement, mais qui n'avaient pas été objectivés. Finalement, la problématique de ce projet était quels itinéraires techniques permettraient d'optimiser la conduite de nos races locales dans une démarche agroécologique. Et pour ce faire, ça a été un véritable projet de co-construction avec notamment en partenaire l'INRAE ou l'IDEL.
En parallèle, initier cette dynamique de professionnalisation, c'est un véritable moyen de pérenniser la biodiversité domestique que constituent ces races locales. Pourquoi? Parce que c'est le maintien de ces élevages professionnels et c'est aussi motiver les porteurs de projets en installation agricole à s'intéresser à ces races-là. Alors, le projet, il a été assez conséquent. Et d'ailleurs, on a encore certaines études qui courent et qui initialement avaient été imaginées dans le cadre de ce projet. Donc, je ne vais pas vous présenter l'ensemble des résultats, mais quelques résultats marquants. Alors, nous avons étudié la conduite du troupeau, la génétique, la reproduction, la gestion du pâturage, l'alimentation, la transformation, la commercialisation, sous le prisme des races locales bretonnes. Et qu'est-ce qu'on a pu constater? Une multitude d'itinéraires techniques cohérents. Alors, vous allez me dire, en race classique, c'est déjà vrai, il existe une multitude d'itinéraires techniques en élevage. Oui, mais en race locale bretonne, l'éventail des possibles cohérentes était vraiment énorme. Et je vais vous donner un exemple. Parmi nos 35 éleveurs, on avait un éleveur qui faisait de la monotraite en bovin lait. Vous allez me dire, ça existe, même si c'est une pratique assez minoritaire en général. Oui, mais lui, il faisait de la monotraite à 14 heures de l'après-midi. Pourquoi? Il était double actif, ça lui convenait. Il s'est dit, c'est tout à fait possible. Et ça, c'est juste pour illustrer vraiment l'éventail des possibles. À chaque fois, qu'est-ce qu'on a constaté pour mettre en avant cette cohérence? Toujours une rentabilité économique de ces élevages, une empreinte environnementale réduite, voire nulle, et un aspect social positif. Alors, pour illustrer ces propos, concernant la rentabilité économique, on a réalisé une évaluation des coûts de production chez ces éleveurs avec le logiciel de l'Institut de l'élevage. Et voici un exemple d'un atelier en bovin lait en Bretonne Pinoire où très schématiquement, on peut s'apercevoir que les produits de l'atelier sont égaux, voire supérieurs au coût de production, sachant que parmi ce coût de production, le travail, la rémunération de l'éleveur y est inclus. Concernant l'empreinte environnementale, nous avons utilisé le logiciel Cap2R de Lidl qui a servi pour les études Carbon Diary et Life Beef Carbon. Notre volonté, c'était vraiment de passer à la moulinette d'un logiciel connu et reconnu par nos pairs. Et là, à nouveau, alors que ce qui a été le plus marquant, c'était parmi les élevages en bovin-viande qui sont souvent décriés. Nous, on avait des élevages qui avaient des empreintes environnementales très réduites, voire vraiment nulles, c'est-à-dire que les éleveurs, par leur système d'élevage, stockaient plus de gaz à effet de serre qu'ils n'en émettaient. Et voici, là, pour illustrer, un élevage en race armoricaine où l'on voit que l'élevage stocke plus que la référence nationale. Finalement, vous allez me dire, il y a plein d'aspects positifs avec cette approche systémique que les éleveurs ont mis en place, une rentabilité économique, en vrai, une durabilité. Pourquoi il n'y en a pas plus? Parce qu'il y a une problématique inhérente à ces races menacées pour l'agriculture, c'est la faible disponibilité en femelles. En plus de cela, ce sont des animaux qui ont été parfois maintenus par des amateurs et donc avec peu d'objectifs de sélection. Et on est aussi dans le cas de races mixtes et donc les potentiels de ces animaux sont très hétérogènes. Et là, on a pu définir, nous, des critères de réussite. C'est malgré le fait de vouloir augmenter son cheptel et même augmenter le cheptel national pour que ces races se développent, il est très intéressant d'initier une sélection par la voie femelle dès le début et aussi de bien choisir le mâle reproducteur. Mais attention, même si on commence à mettre des objectifs de sélection, il faut, et c'est très important, garder la gestion de la consanguinité comme critère premier de la gestion de la reproduction. Voici quelques résultats. Si vous êtes intéressé par la suite, on a l'ensemble de nos résultats qui sont développés sur notre site internet race-de-bretagne.fr. Et puis, pour vous expliquer où on en est aujourd'hui,
On souhaite poursuivre le travail initié parce qu'il y a encore plein de références à construire et les éleveurs sont dans une véritable démarche de professionnalisation et ils souhaiteraient mettre en place des micro-filières de valorisation des produits, non pas qu'ils aient des difficultés aujourd'hui concernant leurs débouchés, mais pour attirer et faciliter l'installation en race locale bretonne. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup. À ce stade, nous avons 2 questions pour vous, des questions de compréhension pour l'instant. Il y aura d'autres questions plus générales pour l'ensemble des 3 intervenants de cette première séquence tout à l'heure. La première question est celle-ci. Est-ce que ce sont les races ou bien les gènes ou les combinaisons de gènes qu'ils renferment qui sont utiles? Et si on maîtrise le pilotage des génotypes un jour, peut-on imaginer de se passer de la notion de race? Que pensez-vous? Alors, moi, je vais dire les 2 sont utiles. Les gènes et les combinaisons de gènes sont forcément utiles parce que, comme je l'expliquais, les objectifs de sélection évoluent dans le milieu agricole. Avant, pour remonter un petit peu au sortir de la guerre, nos objectifs, c'était la production. Aujourd'hui, c'est dans les enjeux actuels, c'est les enjeux climatiques. Et donc, si on ne se garde pas une possibilité de revenir en arrière et de resélectionner en maintenant ces races-là, mais en tout cas leurs gènes, ça ne sera pas possible. Par contre, ces races en tant que telles sont intéressantes parce que, comme je vous l'ai présenté, biodiversité domestique est intimement liée à biodiversité sauvage. En maintenant les haies, les prairies permanentes, en fait, ces systèmes d'élevage très cohérents et très durables, par leur existence, permettent en fait une maximisation de la biodiversité générale. Il y a aussi un lien au paysage. Sans ces races-là, et d'ailleurs, on a eu des exemples d'éleveurs qui, en amenant sur certains territoires des races locales, ont pu désenfricher des surfaces, c'est ramener de la biodiversité. C'est aussi, maintenir une réduction de gaz à effet de serre. Donc, en tant que tel, ce sont des races très importantes à maintenir in situ. Merci beaucoup. Il y a une deuxième question qui porte sur des pratiques et qui s'appuie sur un exemple. On aura peut-être du mal à prendre d'autres exemples, d'autres questions de compréhension sur cette intervention. Mais comment peuvent coexister des communautés ayant des objectifs différents pour la même race? Car ces races locales peuvent être certes liées à un objectif de production agricole, mais aussi dans un objectif environnemental de préservation de la biodiversité sans objectif de production, et notamment dans une communauté non agricole, par exemple pour l'entretien d'espaces naturels. Dans le cas de la race maréchine, c'est l'exemple cité, ces 2 points de vue peuvent créer des tensions dans la gestion des races. Comment les éviter? Alors, cette question est très intéressante. Nous, en tout cas, sur les races locales bretonnes, aujourd'hui, on n'a pas de difficulté. L'objectif premier de ces éleveurs, qu'ils soient amateurs et professionnels, et d'ailleurs, nous, on ne fait aucune distinction, et parmi ces professionnels qui aient des objectifs de production, des objectifs d'éco-pâturage ou même d'éco-pastoralisme, ces envies ne s'opposent pas. Et je dirais même, c'est l'inverse, elles doivent s'additionner parce qu'en s'additionnant, on va pouvoir maintenir la variabilité génétique de ces races-là. Et donc, c'est en faisant un jeu de balance, c'est-à-dire même s'il y a quelques objectifs de production, toujours garder la rusticité en critère important, c'est ça qui va permettre à ces races-là de se maintenir et justement qui va permettre à ces races-là de répondre aux enjeux actuels. Merci beaucoup. Quand même une troisième question, là encore de compréhension de quelqu'un qui se dit faire l'avocat du diable. Les bons résultats environnementaux et économiques sont-ils vraiment liés à ces races ou bien au fait que les éleveurs qui les élèvent ont orienté leur réflexion de gestion de leur exploitation dans ce sens et auraient de bons résultats même avec des races non locales? Alors, toujours les 2. Effectivement, nous, on a été très surpris de voir à quel point ces éleveurs avaient une approche systémique de leur structure. Et c'est vrai qu'ils tirent les ficelles du meilleur, de l'augmentation des potentialités et de l'optimisation. Oui, mais
Quand on va creuser un peu plus loin, et là, je n'ai pas le temps de développer, il y a vraiment des qualités propres à ces races locales bretonnes qui justifient en fait des empreintes environnementales plus faibles. Pour donner un exemple, elles sont plus petites, elles ont des capacités d'ingestion plus petites. Et donc, forcément, il y a des rejets de méthane liés à ces races qui sont aussi plus petits. Bon, ça, c'est très schématique, hein. Mais oui, il y a vraiment des qualités propres à ces races-là qui expliquent ces bons résultats. Et par exemple, sur la partie économique, si je peux un peu développer, on a pu attester à travers une étude avec l'INRAE et l'Institut de l'élevage sur la qualité des produits, qualité laitière et carnée, qui avait véritablement une qualité propre à ces races-là. Et donc, c'est en mettant en avant la typicité de ces produits qu'on peut aussi mettre une valeur ajoutée et donc un résultat économique intéressant. Bien, merci beaucoup. Il y a d'autres questions intéressantes, mais on aura l'occasion de les poser tout à l'heure lors de la discussion avec les autres intervenants. Donc, je vais tout de suite passer la parole justement à la deuxième intervenante de cette première séquence, Coralie Danchenburg de l'IDEL, de l'Institut de l'élevage. Et la seconde séquence s'intitule « Préserver une ressource génétique de ruminants, programme CASDAR génétique animale ». Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Merci de m'avoir demandé de participer à cette session bien intéressante. Donc, je travaille à l'Institut de l'élevage sur des thématiques liées à la préservation des ressources génétiques. Et c'est une thématique qui est aujourd'hui, entre autres, financée par le CASDAR. On l'a déjà abordé, mais donc la notion de ressources génétiques est quelque chose de particulier qui est lié à ce qui est exploité par l'homme, en fait. Et lors de la Convention sur la diversité biologique, qui a été signée en 1992, c'est vrai qu'on a cette idée que la biodiversité, c'est surtout la biodiversité sauvage, mais il existe également une très grande biodiversité qui a été façonnée avec l'homme, évidemment l'environnement, qui sont les ressources génétiques. Et donc là, je vous parlais des ressources génétiques animales. L'exposé d'après sera sur les plantes. Et donc, une ressource génétique animale, c'est tout animal, toute population contenant des unités fonctionnelles de l'hérédité ayant une valeur effective ou potentielle. En fait, de façon très schématique, on parle beaucoup des ours polaires et de leur disparition, mais on a également toute une série de races qui sont en voie de disparition, comme le baudet du Poitou, et je crois que Paul Riga est en ligne. Merci d'avoir personnifié si bien le baudet du Poitou. En fait, quand on parle de ressources génétiques, ce qui est important, c'est qu'il y a deux aspects. Il y en a un que Rim a déjà très bien développé, c'est tout ce qui est diversité entre les races. Et donc là, l'objectif, ça va être de maintenir une biodiversité raciale, c'est-à-dire essayer de préserver toutes nos races. Et puis, il y a aussi le côté diversité intra-race, conserver la variété génétique. C'est aussi un concept que Rim a abordé avec, par exemple, éviter l'accroissement de la consanguinité à l'intérieur d'une race. Et donc là, deux objectifs. D'une part, permettre de l'amélioration génétique, parce que sans variabilité génétique, on ne peut pas faire de sélection, et préserver la variabilité génétique. Pour ce qui est des ressources génétiques avec l'aspect diversité entre races, donc Rim l'a déjà abordé, je vais le faire très rapidement avec un exemple en bovin. Aujourd'hui, nous avons 29 races dites locales, bovines françaises. Il y a une définition très stricte dans les textes du ministère de l'Agriculture de ce qu'est une race locale. Et sur ces 29 races locales, il y en a 21 qui sont considérées comme menacées d'abandon. Ce qui fait qu'on doit faire toute une série d'actions de préservation pour conserver ces races, et avec une approche française qui est quand même très particulière et très pragmatique, et qui a été beaucoup poussée par les instituts techniques, donc l'IFIP pour les porcs et l'Institut de l'élevage pour les ruminants, avec aussi une approche particulière dans le cadre des rats nationaux qui avaient des étalons. Et notre approche a démarré à la fin des années 70, début des années 80. Et l'idée, c'est que l'objet qui nous intéresse, c'est la race, c'est tous les animaux de la race, indépendamment de la création de collectifs ou pas. Et il s'agissait au départ d'aller dans chaque élevage et dire, OK, vous avez des vaches de cette race-là, vous en avez combien? C'est qui le papa? C'est qui la maman? Et c'était mon collègue Laurent Avon qui a fait ce travail-là pour l'Institut de l'élevage et Michel Luquet pour les filles. Et ça a été un travail de très longue haleine qui était essentiel parce que en fait, les éleveurs ne se connaissaient plus.
et c'était le moyen de créer un réseau, et Internet n'existait pas à l'époque, et pour que les éleveurs puissent savoir qui existait encore et avec quels autres éleveurs ils pouvaient échanger les animaux. Ce travail a été permis parce que le ministère de l'Agriculture avait accepté à la fin des années 70 de donner un tout petit pourcentage, si mes souvenirs c'était bon, c'était 0,45% d'un crédit génétique pour la sélection, pour la conservation des ruminants. Donc vraiment, ce qui est important, c'est de répertorier tous les animaux restants de la race et de permettre aux éleveurs de créer du lien. Puis après, il y a des actions plus classiques qui sont mises en place aussi par les autres pays, de gestion de la variété génétique. À ce niveau-là, l'Institut d'élevage a un rôle aussi encore très important. Et enfin, la partie valorisation qui est là beaucoup plus maintenant du ressort des associations de race, des conservatoires, comme Rim a présenté, des parcs et puis de l'INRAE qui, dans certaines races, peut être assez actif. Donc aujourd'hui, on a une situation qui s'améliore puisque, par exemple, on considère qu'entre 2000 et 2015, on a eu une croissance de 75% des effectifs des races à petits effectifs en bovins et de 160% pour les caprins. Néanmoins, on considère que même si cette augmentation est flagrante, ça reste une situation très fragile et qui dépend sur très, très peu d'acteurs et des financements qui sont parfois remis en question très rapidement. On a également une autre manière de préserver à la fois partage s'est arrêté. La variabilité génétique intra- et interrace, c'est ce qu'on appelle la cryoconservation. Une cryobanque nationale a été mise en place en 1999 et aujourd'hui, dans l'azote liquide, ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut conserver du matériel génétique et le ressortir littéralement des centaines d'années après. Et normalement, à peu près toutes ces caractéristiques seront conservées. Aujourd'hui, c'est ma collègue Delphine Duclos, qui je crois est en ligne, qui s'occupe de cette cryobanque, où nous avons 21 espèces qui sont conservées, littéralement du coq à l'âne. C'est principalement de la semence, et aujourd'hui, c'est plus de 430 000 doses qui sont conservées dans les cuves de la cryobanque, plus de 8 000 donneurs et 256 populations animales qui sont conservées. C'est vrai que lorsque la cryobanque a démarré, on avait plutôt une approche musée, c'est-à-dire qu'il s'agissait de mettre dans l'azote liquide des choses qu'on utilisera peut-être un jour, et l'utilisation n'était pas trop mise en valeur. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une approche plus vivante, cryobanque. Dans une banque, vous mettez de votre épargne, mais vous sortez aussi de l'argent. Et donc, dans notre banque, on voudrait qu'il y ait plus d'utilisation, et on essaye d'essayer que cette utilisation se fasse un peu plus que ce qui est fait aujourd'hui. Donc, pour des objectifs de recherche, par exemple, toute une série de recherches autour de l'identification de mutations, d'estimation du progrès génétique, et puis aussi de soutien au secteur de l'élevage. Aujourd'hui, les sorties les plus fréquentes, c'est pour réinjecter de la variabilité génétique dans les races, où, par exemple, certaines lignées ont pu disparaître. Une autre action que nous faisons aussi, c'est d'ailleurs, c'était un projet Casdarvarum où je crois que c'était un certain Christophe Pinard qui avait suivi le dossier. Et oui. C'était le calcul d'indicateurs de variabilité génétique. Donc là, on va parler de la valence intra-race de la variété génétique. Est-ce que mes races sont variables? Quelle est la santé génétique de mes races? Donc là, j'ai fait un panorama d'un indicateur, plus c'est faible, moins c'est bon. Et ce qu'on peut observer, c'est qu'en fait, ces indicateurs de variété génétique devraient, en toute logique, suivre les effectifs moyens qu'il existe par filière. Et donc, de façon très logique, les indicateurs devraient être les plus faibles pour les races avec les effectifs les plus faibles, c'est le cas, mais on s'attendrait à ce que les seconds les plus faibles soient les races à petits effectifs, et ce n'est pas le cas. Ce sont les bovins laitiers parce qu'il y a un autre paramètre qui est mis en place, qui est la sélection. Et la sélection, surtout quand elle est très intensive, peut faire baisser de façon très forte les indicateurs de variabilité génétique. Après, la notion d'effectif suit un peu plus les indicateurs avec la filière qui a le plus de variété génétique, qui sont les bovins viande, et qui, avec les bovins laitiers, représente la filière où il y a le plus d'effectifs par race. Pour finir, donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il existe également une biodiversité des espèces domestiques,
que les ressources génétiques ont deux valences, interrace et intrarace, et que la France est un pionnier de la situation de la conservation en ruminants. La situation est en amélioration, mais reste fragile. On est également pionnier dans la création d'indicateurs de variété génétique, pas forcément dans les indicateurs en tant que tels, mais dans le fait que nous les actualisons de façon régulière et ils sont mis à disposition des gestionnaires pour derrière pouvoir orienter leur race. Et donc pour finir, comment orienter la gestion de mes races quand je sais qu'il y a une santé génétique qui peut être fragile? Il y a deux façons de travailler, d'une part au niveau des éleveurs et d'autre part au niveau racial de façon globale. Alors au niveau des éleveurs, on a certaines races qui ont maintenant des approches très innovantes à partir directement de ce qu'on appelle des génotypes, c'est-à-dire de l'analyse de l'ADN, avec le logiciel Moutique, et oui, qui a été fait par le groupe Humotest pour la race bovine montbéliarde. Au niveau racial, l'idée, c'est que maintenant, il faudrait que dans les évaluations génétiques des animaux, essayer d'inclure la notion de consanguinité de l'animal à naître, éventuellement aussi la notion de gène d'intérêt ou d'anomalie. Et lorsqu'on met en place ces nouvelles évaluations, on se rend compte que le classement des meilleurs taureaux peut changer de façon radicale. Et c'est donc avec ces quelques mots que je finis ma présentation. Et donc, s'il y a le temps pour quelques questions, mais c'est Christophe qui va nous dire ça. Oui, effectivement, il y a beaucoup de questions. Merci beaucoup pour cette intervention. Il y a beaucoup de questions dans le chat. Je retiens deux pour l'instant. Une première très générale sur l'élevage français. Est-ce qu'on observe beaucoup de troupeaux avec des races mélangées, voire avec des espèces mélangées? Est-ce que, autant pour moi, des troupeaux avec des races mélangées? Alors, avec des espèces mélangées, non, parce que… alors, il y a deux choses. Est-ce qu'il y a de la polyculture élevage? Oui, polyculture élevage, oui. Mais est-ce qu'on croise des espèces entre elles? Non. Moi, je comprends la question comme observe-t-on au niveau de l'élevage français en général, hein, si on regarde de manière un peu macro, est-ce qu'on observe beaucoup de troupeaux dans lesquels il y a des races qui sont mélangées entre elles? Alors, c'est une tendance qu'on observe actuellement, surtout en bovin laitier. Il y a une augmentation du croisement. Mais la France est quand même un pays de races. Alors, en mouton, c'est un peu moins vrai, mais en bovin, c'est très vrai. Ce que vous voyez dans les campagnes, en général, quand vous voyez un troupeau, ça va être un troupeau d'une race donnée. La situation est complètement différente dans d'autres pays. Par exemple, en Irlande, ça doit être, je ne sais plus, 80% des troupeaux, ce sont des animaux croisés. Ce n'est pas le cas en France. On reste beaucoup un pays de race. La tendance à une augmentation du croisement en bovin lait, mais ça reste encore quand même relativement marginal. Très bien, merci. Une question plus précise ensuite sur l'aviculture et la gestion de la diversité génétique en aviculture. Et en termes d'organisation, est-ce que parmi les acteurs, on a bien sûr l'ITAVI, est-ce qu'il y a également des firmes privées très impliquées? Comment ça marche? Comment ça s'organise? Alors, en fait, sur la génétique, ce n'est pas trop l'ITAVI qui agit, c'est le CISAF, qui est donc une association qui regroupe à la fois les sélectionneurs et la recherche. Et aujourd'hui, c'est Michel Refait qui est à la direction de cela. Et il s'occupe donc aussi bien de génétique et de sélection animale que de travailler sur les races locales. Et ils ont mis en particulier toute une série de programmes parfois pour essayer de mettre en place des petits programmes de sélection, au moins de conservation en race avicole, dont la coupe. Et Rim pourrait en parler plus que nous. D'accord, merci. Il y a d'autres questions, mais qui se recoupent un petit peu avec la première intervention, donc je les garderai pour tout à l'heure, pour la discussion. Et je vous propose, parce qu'il est presque 11h moins 10, de passer à la troisième intervention. Intervention de Laurent Hazard de l'INRAE sur un programme CASDAR IP, Innovation et Partenariat de 2017, qui s'appelle Covalliance, sélection participative des maïs population et biodiversité dans les agroécosystèmes. Voilà, je vous laisse la parole, Monsieur Hazard, pour 10 minutes de présentation. Je suis Laurent Hazard, je suis chercheur à l'INRAE et directeur du MR Agir à Toulouse. Et donc, j'ai co-animé avec Frédéric Ray de l'ITAB un projet qui s'intitule Covalliance sur la sélection participative du maïs population. Donc, le maïs population, en fait, c'est la structure génétique, je dirais, classique, naturelle d'une population allogame, telle que peut l'être une luzerne, et qui
à la différence, avant qu'on fasse des hybrides, la différence des hybrides permet aux agriculteurs de faire leurs propres semences, de faire leur sélection à la ferme. Et donc, on a des agriculteurs qui cultivent du maïs population, qui font cette sélection à la ferme. Et c'est un projet, donc la sélection participative, qui a été démarré il y a plus de 10 ans par Bertrand Lassaigne à Agrobio Périgord. Et en fait, ce sont ces personnes qui nous ont contactés avec 2 questions. La première, c'était quelle efficacité et amélioration de la sélection participative du maïs pop. Et la deuxième, c'est finalement par rapport à une évolution de nos systèmes vers de l'agroécologie, est-ce qu'il y a encore de la place pour le maïs? Et donc, on a travaillé avec 5 collectifs, Agrobio Périgord, le CIVAM 44, Cultivons la biodiversité en Poitou-Charentes, la DEAR de la Loire et la DEAR du Centre, avec un consortium fait de l'INRAE de Toulouse, Montpellier, de l'ITAB, du réseau Semences Paysannes, l'école d'ingénieurs de Purpan et un lycée agricole, le lycée agricole du Valentin dans la Drôme. Donc sur la première question, en fait, pour juger véritablement de l'efficacité et de voir comment on peut améliorer la sélection participative du maïs population, il fallait revoir en fait ce qu'on appelle la performance par rapport à cette nouvelle culture, en fait, le maïs population. Et pour ce faire, l'idée, c'était de caractériser l'activité des agriculteurs et puis ce à quoi ils attachaient de l'importance dans l'action. C'est l'idée d'évaluation, l'expression et la formation des valeurs dans l'action. C'est-à-dire qu'au-delà de l'impulsion et du désir, en fait, il y a un raisonnement sur les conséquences de nos actes. On est proche de l'éthique. Et on révèle et on forge nos valeurs dans les choix qu'on fait lorsqu'on fait ce que l'on fait. Voilà, donc c'était d'analyser ça pour revoir un petit peu la performance et puis analyser la sélection telle que pratiquée par les agriculteurs. Et enfin, échanger à la fois sur les connaissances scientifiques à disposition, les connaissances gestionnaires des personnes qui mettent en œuvre cette sélection depuis de nombreuses années pour former, accompagner et continuer à innover. Et puis on verra après, je vous expliquerai comment on a traité la question de la place du maïs dans des systèmes plus agroécologiques. Donc en fait, cette idée de valuation, formation de la valeur et de ce à quoi on attache de l'importance, en fait, on l'a travaillé de façon assez originale. Les collègues de sciences humaines et sociales, Lucille Garçon et Nathalie Quix, en fait, ont filmé 4 agriculteurs sur leur ferme dans les différents collectifs, les différentes étapes, les différents moments de cette sélection participative. Et puis après, ils leur ont fait visionner les roches et commenter ce qu'ils étaient en train de faire. C'est l'idée des entretiens d'autoconfrontation, où en fait, on met les acteurs en face de ce qu'ils sont en train de faire réellement. Et ça nous a dévoilé plusieurs choses. J'ai relevé les plus importantes. C'est un attachement très fort à la dimension collective du travail, voilà, qui fait qu'on ne va pas simplement juger la sélection participative du maïs population au maïs population en tant que plante ou culture, mais aussi à tout ce que ça génère en termes d'animation collective. L'autre chose qui nous a aussi beaucoup surpris, c'est qu'il y a une comparaison permanente à l'hybride. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que les références techniques, elles sont sur les hybrides, et quelque part, ça reste le témoin, en quelque sorte, du travail qui est réalisé, et ce n'est pas sans poser problème, puisqu'en fait, voilà, on est quand même sur une plante qui est sensiblement différente de l'hybride. Et puis, alors ça, on s'y attendait parce que c'est le principe de ce genre de travail, on a une diversité de pratiques, ça permet de révéler une diversité de pratiques, alors même qu'il y a des protocoles qui peut circuler, etc. Donc ça garantit le fait qu'en fait, on maintient la diversité intra de ces populations, qui sont déjà fortement hétérogènes. Et puis, on a un décalage entre le travail prescrit et le travail réalisé, mais ça, c'est vrai dans tous les domaines. Et c'est la part d'ingéniosité, d'inventivité, c'est la part de l'expression de ce à quoi on attache de l'importance dans notre travail qui fait qu'en fait, on a toujours un décalage entre ce travail prescrit et le travail réalisé. Donc, si j'avais eu du temps, je vous aurais montré ces vidéos, mais elles sont disponibles sur le site de l'ITAB.
En parallèle de ça, on a travaillé donc avec les collectifs sur la sélection, les schémas de sélection, les pratiques qu'ils avaient. On s'est aperçu que certains avaient des schémas de sélection avec jusqu'à 21 critères de sélection. Donc là, il est clair qu'on n'est pas dans une amélioration génétique, on est plus dans une gestion conservatoire de la variété. Et si on veut vraiment faire de la sélection, en fait, eh bien, il faut créer un différentiel de sélection par rapport à la population dans laquelle on fait de la sélection. Et ça, on peut le faire on l'a montré, sur un ou deux critères. Après, on a fait pas mal d'essais sur de la sélection sur descendance, sur plusieurs critères, un critère, etc. On avait 19 dispositifs au total. Alors, on n'a vraiment pas eu de chance parce que 2018, 2019, 2020, c'était des années assez catastrophiques pour la culture du maïs. Je vous rappelle qu'on est en non irrigué, enfin, je vous rappelle, je ne vous l'ai pas dit, mais en non irrigué. 6 dispositifs ont vraiment été fonctionnels et nous ont permis de tirer un certain nombre de données traitables, scientifiques. Alors, une sélection, par exemple, on a vu qu'un cycle de sélection sur la taille des épis, quelque part le poids des épis, permettait de faire un gain de l'ordre de 10% lors de la génération, du passage de génération, donc sur le rendement en grains. Donc ça, c'était et avec une sélection finalement très simple dans une parcelle en production, une sélection massale. Et finalement, on s'aperçoit que c'est ce qui est le plus simple à mettre en œuvre pour les agriculteurs, et ça fonctionne. Il y avait aussi cette idée ça démystifie un peu l'idée aussi qui était colportée, qu'en fait, les agriculteurs amélioraient la population pour leurs conditions locales, pour leur ferme. En fait, dans les essais qu'on a fait d'adaptation locale, on a vu que le critère, en tout cas un critère qui réagit très bien, c'est celui de la précocité, avec une adaptation effectivement de la précocité assez rapide aux conditions climatiques du lieu de culture. Par contre, pour le reste, il y a beaucoup de diversité qui demeure. Et puis, on a essayé de caler aussi la date d'ensilage sur ces maïs qui sont très hétérogènes. On s'est aperçu que ce n'était pas évident, mais que finalement, c'était un atout. D'abord, on avait des qualités qui étaient quand même très bonnes pour l'ensilage et qui, du fait de l'hétérogénéité des plantes, se trouvaient stables autour des 10 jours autour d'une date pour la région, d'une date d'ensilage. Donc ça, c'était finalement un atout dans des systèmes plutôt herbagés où le maïs n'est pas le pilier de la production, mais plutôt donne de la souplesse en fait au système. Vous avez des fiches qui ont été réalisées. Alors, c'est des fiches qui, c'est pas juste de la valorisation du travail réalisé. Il y a eu vraiment tout un travail de confrontation des connaissances, d'analyse, à la fois de biblio, de recueil de ce que font les agriculteurs pour comprendre ce qu'est le maïs population, comment on le cultive, comment on gère la semence, comment on accompagne, en bas, je ne le vois pas avec mon bandeau, comment on produit cette semence, et puis comment ce maïs population se trouve embarqué dans d'autres formes de valorisation que l'alimentation animale, notamment l'alimentation humaine. Et puis les collègues qui ont travaillé là-dessus, en fait, ont effectivement, face aux enjeux en termes de collectif, on fait aussi une fiche sur comment on accompagne cette dynamique collective. La deuxième question, c'était, c'est ma dernière diapo, c'était quelle est la place du maïs dans des systèmes agroécologiques? Parce que le maïs, c'est quand même un marqueur ou l'espèce emblématique d'une agriculture intensive, irriguée, etc. Monoculture, bref. Et donc, pour ce faire, en fait, on a conduit 5 ateliers basés sur toujours cette idée de qu'est-ce que vous êtes en train de faire et qu'est-ce qui vous importe dans ce que vous faites. Donc, basé sur les changements en cours, on a fait une demi-journée sur quels sont les changements en cours sur votre ferme et pourquoi vous faites ça.
Et après, on a travaillé sur la place du maïs et la place du collectif par rapport à ces enjeux. Voilà, je ne vous détaille pas les enjeux, mais ce que ça a révélé, c'est que d'une part, le maïs a plein d'avantages, notamment, là on parlait tout à l'heure de stocker de la matière organique dans les sols. Bon, en tout cas, c'est une espèce qui, au moment où elle pousse, est vraiment très intéressante. Ça n'a pas été remis en question. Quelques inconvénients, mais en gros, on a une versatilité du maïs, une diversité de ses modes d'usage, etc., qui fait qu'en fait, on peut vraiment le penser comme un élément de diversification d'une agriculture basée sur la biodiversité. Et l'autre aspect, c'est que les collectifs qui se sont formés autour de cette semence de maïs et de la gestion de cette ressource génétique, en fait, c'est une ressource pour le changement en constante configuration, et que animer ces collectifs-là, ce n'est pas uniquement se centrer sur comment on améliore le maïs population, mais c'est vraiment accompagner l'ensemble des réflexions et l'ouvrir sur une vision beaucoup plus systémique sur quelle est la place de ce maïs, et au-delà, quel type de connaissances sont échangées et comment on pérennise ces collectifs. Voilà. Et donc, en fait, là, on a un article qui devrait paraître, si tout se passe bien cette année, dans Agronomy for Sustainable Development, sur le sujet, à la fois sur la méthode et sur ce que ça produit. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation. Tout de suite, une question juste pour vous, Monsieur Hazard, sur question de compréhension sur votre intervention. Vous avez mentionné de mauvaises années pour le maïs non irrigué. Question peut-être un peu compliquée, mais quel est le niveau de confiance des agriculteurs en maïs population sur leur faculté d'adapter les cultures au stress hydrique? Quelle est la réaction donc, des agriculteurs? Pardon. Alors, en fait, c'est très discuté. Pour l'instant, on n'a pas... En fait, l'idée, c'est de cultiver ces maïs-là en sec, avec cette idée qu'on est sur une adaptation progressive. Et puis surtout, ça s'accompagne d'une redéfinition ou d'une révision des exigences que l'agriculteur a par rapport à un maïs hybride en irrigué. Donc après, on n'a pas de visibilité sur... Il est clair, par exemple, que dans la Loire, je pense que beaucoup d'agriculteurs abandonnent le maïs suite aux évolutions du climat. Je veux dire, et là que la sélection... quels que soient les moyens de sélection qu'on met en œuvre, je veux dire, quand il n'y a pas d'eau, c'est ce que disait Gilles Boeuf, et ben, on ne fait pas pousser des plantes. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas non plus une attente déraisonnable par rapport à ces maïs populations. Ce qui est clair, c'est qu'en fait, le coût de production de ces maïs populations vont être beaucoup moins élevé que les hybrides, et donc, s'il y a de la casse, ça sera moins dommageable pour la comptabilité de l'exploitation. Et peut-être une deuxième question de compréhension avant de redonner la parole à Christian, qui a peut-être des précisions avant de lancer le débat général, mais une question qui est qui rejoint les préoccupations des politiques publiques. Au-delà de la sélection pour des cibles traditionnelles, rendement, précocité, etc., quels sont les moyens de quantifier les services rendus dans un système agricole ? Alors ça, moi, je suis désolé, là, ça sort de mon domaine de compétences. Faudrait voir les collègues qui travaillent sur les services écosystémiques. Il est évident que ces maïs prennent place dans des systèmes qui sont très diversifiés, plutôt en bio, avec certains qui arrivent à faire du maïs en agriculture biologique de conservation, dont on sait que ce sont des systèmes qui sont vertueux. Voilà, je peux pas répondre au-delà de ça à cette question. Merci. De toute façon, on va peut-être lancer le débat général. Christian, tu souhaitais intervenir ? Non, je vais te laisser la main et effectivement organiser la transversalité dans les débats. Mais comme tu m'as donné la parole et que je suis bavard, je vais poser une première question qui est transversale aux trois exposés. On a le sentiment, en vous écoutant, que c'est trois activités qui se positionnent à côté des courants mainstream.
avec soit une activité de niche, soit une activité de préservation. Enfin, et comment, est-ce que c'est un biais de lecture ou d'écoute de ma part, ou est-ce que c'est la réalité? Et dans ce cas-là, en fait, comment vous voyez l'hybridation avec le courant, on va dire, pour citer Frank Gilles, le système socio-technique dominant? Je veux bien commencer à y répondre. Eh bien, je dirais malheureusement. En fait, nous, ça fait depuis plusieurs années qu'on dit que potentiellement, en tout cas pour ce qui concerne les races locales, on peut être une réponse aux enjeux actuels, aux enjeux, comme je le répète, climatiques, économiques, même pour être en concordance avec les attentes de la société. Et malheureusement, l'écoute, en tout cas, si je parle sur la partie Bretagne, mais bon, même générale, reste quand même assez limitée. Ce n'est pas un souhait de notre part et nous, en tout cas, là, je parle à la place des éleveurs pour lesquels je travaille. L'activité de niche, ce n'est pas là-dessus où on veut se positionner. On veut juste faire partie du paysage agricole français au même titre que d'autres et on pense même que les races locales peuvent être une réponse pour des éleveurs aujourd'hui d'autres races, c'est-à-dire sur un schéma ou une volonté de réduction, par exemple, des gaz à effet de serre ou de maximisation de la biodiversité. On n'est pas du tout contre, par exemple, des élevages biraces ou 3 races, enfin, peu importe. Il faut effectivement plus d'interconnaissance. C'est pour ça que, à la suite de notre GI2E, on a fait pas mal de communication pour un peu montrer ces résultats qui peuvent être parfois surprenants. Voilà pour ma part. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres souhaits de réponse à cette question? Juste pour compléter, c'est vrai que c'est en général à côté du modèle dominant. Néanmoins, dans certaines régions, il peut arriver que ça devienne quasiment le modèle dominant. Je m'explique. Dans la région PACA, l'accès au foncier est compliqué, très compliqué. Et par exemple, pour les gens qui veulent s'installer en chèvre, ce qu'on note dans les Bouches-du-Rhône aujourd'hui, ceux qui s'installent en caprin laitier, donc chèvre traite pour faire du fromage, c'est quasiment exclusivement des gens qui ont la race locale, du Rove, parce que le seul moyen d'accéder à un foncier va être sur des terrains connus ou de particuliers extrêmement broussaillés dans le cas de défense contre les incendies. Et la personne va juste avoir besoin d'un demi-hectare pour pouvoir poser un tunnel et puis un tout petit peu de matériel agricole. Et ce n'est pas possible dans le cadre d'une exploitation plus large, on va dire un modèle dominant. Et en plus, dans ce cas-là, on n'a aucune concurrence avec l'alimentation humaine, puisque la valorisation qui est faite du maquis, seule une chèvre peut manger du maquis. On n'arrivera jamais à mettre du maïs dans le maquis. Donc, en plus, l'installation se fait avec les races locales et sur des ressources qui ne sont pas en compétition avec l'alimentation humaine, et souvent dans le cadre de défense contre les incendies. Merci beaucoup. Alors, on a une petite douzaine de minutes pour 3 ou 4 groupes de questions que j'ai pu aller piocher dans le chat, avec des fois des questions dans la discussion et des fois des questions dans questions et réponses, peu importe. Une première qui concerne plutôt la sociologie des agriculteurs, destinée à vous trois. Quel est le profil des agriculteurs qui s'intéressent aux races locales ? Peut-être plus pour... Oui, alors en tout cas, pour ce qui nous concerne, on a des profils très divers. On a effectivement quelques néo-ruraux. On a aussi d'autres, on va dire, plus classiques. La seule chose qu'on a pu constater, c'était même si on ne veut pas forcément le mettre en avant, un niveau d'étude, en tout cas, de ces personnes qui s'installent en race locale bretonne, peut-être un peu plus élevé que... en comparaison à la moyenne, on va dire, de l'installation en Bretagne, en tout cas. D'autres éléments de réponse? On passe à des questions sur... Au départ, il y a pu y avoir encore, et il y en a encore, il y a parfois des collectivités, tout simplement. En particulier pour tout ce qui est l'utilisation de ces races locales pour l'apport de services écosystémiques. Donc, il y a de plus en plus d'entreprises
entreprises maintenant qui se mettent en place, mais il y avait aussi des communautés qui font appel à des entreprises et qui vont utiliser les races locales pour des actions de débroussaillage, pâturage et autres. Et pour Laurent Hazard, si on remplace le mot race par le mot variété? On a effectivement aussi une diversité de profils, mais je dirais que les collectifs avec lesquels on a travaillé, ce sont surtout des agriculteurs bio. Et je pense que l'attachement au départ au maïs pop était une réaction aux OGM et à l'arrivée des OGM il y a 20 ans et cette crainte des OGM. Voilà. Donc, mais je dirais que ces choses-là se sont un petit peu oubliées quand je disais l'attachement ou les valeurs que les agriculteurs expriment dans ce qu'ils font. C'est vrai que ces OGM-là ne sont plus présents dans la discussion. Ne l'étaient plus trop. Il y avait des questions également qui portaient sur l'alimentation. Alors, c'est plus pour les deux interventions liées à l'élevage, dans une qui m'est très chère puisque ça touche à l'agroforesterie, absolument essentielle. Pour les races locales, est-ce qu'on note qu'il y a une plus grande appétence pour des forages de type bocage, essence d'arbres local? Et est-ce que ces races locales peuvent permettre de tendre vers la suppression des apports énergétiques dans la ration? Alors, la suppression des apports énergétiques, je dirais oui. Notamment, nous, en bovin. Sur les systèmes allaitants, on a presque zéro apport énergétique type céréales. Voilà, donc ça, tout à fait. L'appétence, elle est existante et c'est surtout lié en fait aux faibles besoins de ces races locales. Donc, elles vont très bien valoriser les fourrages grossiers et aussi les arbres autour. Et après, il y a aussi une question on va dire, de connaissance de ces espèces par ces animaux. Enfin, je veux dire, il y a de l'apprentissage. C'est-à-dire que ça, c'est très important. En les mettant dans ces milieux-là, il y a aussi un apprentissage, un premier animal qui va consommer, qui va apprendre à d'autres. Et ça, c'est très important et c'est vraiment lié à ces espaces naturels ou en tout cas ces espaces présentant des arbres, quoi. Juste pour compléter, donc moi, c'est une vision assez caprine que j'ai. Ce qui est compliqué, c'est que donc, les chèvres font du lait, qui nécessite quand même des besoins physiologiques importants. Et il y a toute la balance à avoir entre apporter suffisamment d'énergie pour déclencher une lactation suffisante et pas trop d'énergie non plus, parce que de toute manière, ce sont des races qui sont moins productives. Et tout ce travail-là est compliqué et on n'a pas énormément en fait, de références là-dessus. Donc, ça va être vraiment le travail de l'éleveur, les échanges entre eux qui vont leur permettre de travailler là-dessus, sachant qu'en plus d'une race à l'autre, ça va être différent. Une race comme la chèvre du Rove, en effet, même si on lui donne plus à manger, va faire moins de lait qu'une autre et va tendance à engraisser si on lui donne trop. Mais d'un autre côté, si on ne lui donne vraiment pas assez, elle va vraiment quasiment rien faire comme lait. C'est tout ce qui c'est un travail très fin avec peu de références. Donc, c'est vraiment, ça nécessite de bons éleveurs derrière pour réussir à bien lire ce qui se passe sur leurs animaux. Et après, évidemment, oui, en effet, travail d'apprentissage, mais en effet, comportements différents. Des éleveurs qui ont, par exemple, différentes races disent que la chèvre du Rove a un comportement assez spécifique par rapport à la végétation. Même des races de brebis, une race ovine qui s'appelle la brigasque, qui traite. Et les gens qui l'ont dit qu'elle a un comportement de chèvre, qui sont très étonnés lorsqu'ils ont cette race-là et qu'ils ont des chèvres à côté parce qu'elles se comportent comme les chèvres et ils le remarquent par rapport aux brebis qu'ils ont. Donc, il y a quand même il y a de l'apprentissage et aussi un peu un comportement racial qui peut exister. D'accord. Alors, au risque de faire des déçus, on ne va pas pouvoir prendre toutes les questions qui arrivent parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent sur tout un tas de sujets. J'en ai retenu une qui me paraît essentielle par rapport à la brillante intervention de Gilles Boeuf, une question qui peut vous concerner bien sûr tous les trois. Est-ce qu'il existe un lien entre les races ou les variétés en production végétale et les conditions locales de leur environnement? Sans doute, mais si oui, compte tenu de l'évolution du milieu lié au changement climatique, il serait logique que la localisation des races évolue. Qu'en pensez-vous? Question difficile, bien sûr. Je peux
essayer d'y répondre, en tout cas, oui, il y a forcément un lien entre territoire et race, en tout cas locale, puisqu'elles ont été construites sur des territoires donnés. Pour illustrer mes propos, on est une race bovine, nous, l'armoricaine, qui est issue, on va dire, du centre-Bretagne, zone à faible potentiel agronomique et zone aussi de landes. Et la caractéristique de cette race-là, c'est d'avoir besoin de peu et d'avoir un engraissement très facile, sans apport autre que des fourrages. Par contre, là où je suis, moi, plus que ce lien-là, ce que je mettrais en avant par rapport au changement climatique, c'est plutôt l'aspect rusticité de ces races-là. En fait, comment elles arrivent à se maintenir malgré en fait des changements soudains qui peuvent apparaître, soudains ou moins soudains, en termes de climat, en fait, de météo, mais aussi d'alimentation. Et pour moi, ce qui est plus important que ce lien race-territoire, c'est le maintien de la rusticité, en fait, de cette résilience propre à ces races-là, parce qu'elles n'ont pas été hyper sélectionnées et que ça reste encore un objectif premier pour les éleveurs, peu importe leur production, de maintenir cette rusticité-là, quoi. Sur les variétés, en fait, ça plaide contre cette politique qui constitue à faire du déjonage géographique pour des variétés de conservation, etc., qui, de mon point de vue, est assez aberrant vu ce qui se joue en termes de changement climatique, quoi. Qui est une forme de réglementation qui se met en place sur les écotypes naturels, mais aussi sur des variétés de conservation. Merci, Coralie. D'autres éléments? On passe Pas mieux. Après, il y a aussi l'objet de l'espèce. Et puis la notion de rusticité. Une chèvre, c'est une espèce qui est plus rustique qu'une vache en contexte désertique. En revanche, vous mettez une chèvre en Bretagne, c'est pas très vite. Il y en a beaucoup qui sont sur le dos parce qu'elles vont être sensibles au parasitisme. Donc, voilà, c'est rusticité par rapport à quoi? Je me rappellerai toujours lorsque il y avait le président de la race rouge des prés qui était allé au Maroc et qui avait expliqué que la rouge des prés était rustique parce que la pluviométrie était faible en Maine-Anjou. Il avait montré la pluviométrie et toute l'assistance avait hurlé de rire. Il me dit, pour vous, ça, c'est sec, d'accord. Voilà. Donc, je pense qu'en fait, on n'a pas encore idée. Il y a peut-être des espèces, en effet, je pense que la chèvre ou le dromadaire se débrouillera mieux qu'une vache, probablement. Voilà. Mais bon, en dehors de ça, c'est un peu dur de répondre à. Je pense qu'on n'a pas idée. Alors, une avant-dernière question, avant une dernière un peu rigolote, mais passionnante quand même. Celle-là, je l'aime bien, cette question-là, parce que ça me ramène à des questions de viticulture. Excusez-moi, c'est mon nom de famille qui s'y prête. Est-ce qu'on conserve systématiquement des races ou des variétés anciennes ou locales, ou bien nouvelles? Et qu'est-ce qu'on entend par ancien, tout simplement, en termes de vocabulaire? Et ça me fait penser aux cépages anciens qu'on conserve amoureusement, tant mieux d'ailleurs, sans trop parler malheureusement des porte-greffes qui sont pourtant un sujet extrêmement important. Mais excusez-moi de tout ramener à la viticulture. On va peut-être revenir à l'élevage et au maïs. Donc, quelles sont les différences finalement entre ancien, local, et est-ce qu'on conserve aussi des variétés nouvelles, des races nouvelles? Non, moi, le terme d'ancien, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Voilà, ça correspond à rien. Il y a des races en sélection. Je disais la charolaise, qui est la race bovine allaitante la plus fréquente en France, c'est une race ancienne. Donc, et à l'inverse, il y a plein de races qui ont été reconnues récemment, mais c'est pas parce qu'elles sont récentes, c'est la reconnaissance qui est récente. Et puis après, enfin, la race, c'est un objet social, donc il y a des races chez les équins ou en volaille, on reconnaît beaucoup plus facilement des races, y compris des reconstitutions, qu'en ruminant, mais ça, c'est juste des habitudes de travail, quoi. Donc, c'est une construction sociale, y compris la reconnaissance. Donc, pour moi, ancien, nouveau, ça n'a pas un terme. Il y a bien des créations de populations très fréquentes en volaille ou en porcin, avec les lignées synthétiques qui sont travaillées par les industriels. Une réponse très claire. Alors, j'en arrive à la dernière parce que je vois qu'il est déjà 11h18, qui évoque le concours général agricole, qui d'ailleurs, au passage, a ouvert des concours de pratiques agroécologiques depuis quelques années.
Je me réfère toujours à ces concours très importants. Au concours général agricole 2060, quel type d'animaux verra-t-on? Question rigolote, mais intéressante en même temps. Qu'en pensez-vous? Comment va évoluer la situation? C'est pas un engagement contractuel. Hein. Non, non. Il n'y en aura plus, non? On sera tous véganes. Bah, sachant que tu as des concours généraux avec des chiens et des chats, et jusqu'ici, tu ne les manges pas beaucoup. Oui, mais les animaux domestiques sont aussi dans le collimateur des véganes, mon cher Christian. C'est le problème des hot dogs, en fait. Et nos intervenantes sur les vaches, qu'en pensez-vous? Il n'y aura plus de concours, parce que déjà, ça voudra dire plein de gens dans une halle qu'il faudra climatiser à fond, ça sera anti-carbone. Donc, non. Il n'y aura plus de concours général agricole. Et on ne fera pas la question des races. Là, en fait, c'est marrant. marrant. Ce sera sans doute des chèvres, parce qu'il n'y a que elles qui peuvent manger toute une série de choses. Et encore une fois, la garrigue, c'est gentil, mais on ne pourra jamais en faire une alimentation. C'est le seul moyen de transformer en des protéines alimentaires, c'est les animaux. On ne peut rien faire d'autre. Je dirais, retenons ce que nous a dit Gilles Boeuf tout à l'heure. Il n'y a plus le temps d'être pessimiste. Donc, moi, je crois fortement au maintien de ces races locales et j'espère qu'elles auront toute leur place. Donc, ouais, c'est ma position. Beaucoup. D'accord. Donc, on se donne rendez-vous au Salon de l'Agriculture en 2060 pour voir si... qu'on soit encore... nos descendants. On va espérer qu'il y en ait quand même. Il est trop tard pour être pessimiste. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à Christophe pour avoir animé de main de maître cette session.